Derrière le glamour et le sourire inébranlable sur le tapis rouge se cache un récit plus sombre, bien moins élégant. Les interviews qui mettaient autrefois en avant des personnalités charmantes et des œuvres caritatives annoncent désormais des vérités troublantes et des vies secrètes. Numéro 10. C'était Martin Shkreli qui était devenu connu comme l'un des hommes d'affaires les plus détestés d'Amérique. On l'appelle souvent Pharma Bro, un clin d'œil à l'industrie pharmaceutique et à son lien étroit avec cette entité en raison de sa décision controversée d'augmenter le prix d'un médicament vital. Shkreli est né à Brooklyn de parents albanais descendants de la tribu Shkreli. Il a fréquenté Hunter College High School et a obtenu son diplôme. Il a ensuite étudié au Baruch College, obtenant une licence en administration des affaires. Fort de son expérience en finance et en gestion de fonds spéculatifs, il a intégré l'industrie pharmaceutique. Par la suite, il a fondé Retrofin et Turing Pharmaceuticals. Alors qu'il était déjà considéré comme une figure controversée, Martin Shkreli susciterait encore plus de mécontentement en 2015 lorsqu'il a augmenté le prix d'un médicament vital. Ce médicament était le Déréprim, un antiparasitaire utilisé pour traiter la toxoplasmose. L'augmentation du prix n'était pas minime non plus. Il a été augmenté de 5000%, passant de $13,50 à $750 par comprimé. C'était un scandale qui serait évoqué lors de son interview avec Bloomberg la même année. Le PDG a défendu l'augmentation du prix en affirmant que cette décision permettrait de réaliser un bénéfice raisonnable. Il a également affirmé que cela posait les bases pour de futurs développements pharmaceutiques. Au départ, il a déclaré qu'il réduirait le prix de 50% en réponse aux critiques. Mais l'entretien accordé à Bloomberg a clairement montré que cela n'arriverait pas. Shkreli est apparu dans plusieurs autres interviews avec Bloomberg, défendant sa décision et devenant de plus en plus frustré. Sous l'effet de cette frustration, il a dit à l'intervieweur qu'il avait déjà évoqué le sujet en réunion précédente. Il a également déclaré que l'augmentation du prix était altruiste, désintéressée, et qu'elle n'était pas faite pour un gain personnel. Quelques mois après l'entretien, il serait arrêté pour des accusations de fraude. L'arrestation est survenue après qu'une enquête ait été menée sur sa période chez MSMB et Retrofin, révélant qu'il dirigeait son entreprise comme un système de Ponzi, utilisant des sociétés ultérieures pour rembourser les investisseurs qui l'avaient fraudé. À la suite d'un procès et d'une enquête qui ont duré 2 ans, Shkreli a été condamné à 7 ans de prison et a été obligé de rembourser à ses victimes une somme de 64 millions de dollars. Numéro 9. Le journaliste britannique d'origine américaine Boris Johnson a été le 2e maire de Londres de 2008 à 2016. De 2016 à 2018, il a occupé le poste de secrétaire d'État aux Affaires étrangères sous Theresa May, la première ministre. 1 an plus tard, l'homme politique du Parti conservateur deviendra le Premier ministre du Royaume-Uni. En 2022, Johnson s'est retrouvé au centre d'un scandale majeur qui allait devenir connu sous le nom de Partygate. Le Partygate était une série de rassemblements sociaux secrets organisés au 10 Downing Street et dans d'autres bâtiments gouvernementaux pendant les confinements de 2020 et 2021, ce qui violait directement les restrictions en vigueur au Royaume-Uni à l'époque. Il y avait des fêtes du personnel, des anniversaires et des pots de départ. Lorsque l'existence présumée de ces rassemblements a été révélée, une enquête a été lancée et la Metropolitan Police a découvert jusqu'à 12 événements qui avaient eu lieu pendant la période indiquée. Jusqu'à 126 amendes ont été infligées pour des infractions, y compris une à Johnson. Le Partygate a suscité une réaction négative et entamé la confiance du public, entraînant des appels à la démission du Premier ministre. En septembre 2022, Johnson a été remplacé par Liz Truss. 2 ans plus tard, en octobre 2024, Johnson s'est entretenu avec Tom Brady de ITV News pour une interview avant la publication de ses mémoires, Unleashed. Lors de cette interview, il a exprimé des regrets sur ses apparitions passées. Il évoquait précisément les excuses qu'il avait faites sur le Partygate, affirmant s'être excusé excessivement et inutilement. Johnson a affirmé que les excuses n'avaient fait que valider les accusations. Il apparaîtrait dans plusieurs autres interviews où il continuerait de nier des allégations spécifiques, y compris celles de mauvaise conduite. Ce sont ces démentis, ainsi que ces excuses retirées, qui rendraient l'interview sur ITV et ses apparitions ultérieures particulièrement déplacées. En 2025, les Boris Files, une compilation des affaires et activités de Boris Johnson, ont été divulguées au public. Ce que contenaient et impliqués les dossiers contrediraient directement ces démentis et ces affirmations, et le forcerait même à réitérer ses excuses.
Il s'est avéré que l'ancien Premier ministre britannique utilisait du personnel financé par les contribuables et une allocation annuelle de 115 000 livres sterling destinés aux fonctions publiques pour des affaires privées, y compris des engagements lucratifs après avoir quitté ses fonctions et du lobbying. Il a été révélé que l'argent des contribuables et la PDCA avaient servi à organiser des réunions avec des responsables saoudiens et le président vénézuélien de l'époque pour des affaires privées. Selon des documents, Johnson s'était livré à des pratiques de rémunération douteuses, ce qui a entraîné une enquête du comité consultatif britannique sur les nominations dans le secteur privé. Il a été suggéré que Johnson a exploité sa fonction à des fins personnelles. Le public a demandé qu'il soit privé de son allocation d'ancien Premier ministre jusqu'à ce que cette affaire soit clarifiée. Numéro 8. Entrepreneur, fondateur et PDG, était né à Washington, D.C. en 1984, fils d'un employé américain de l'aide gouvernementale et d'une employée d'une commission du Congrès. Holmes était décrite comme une enfant maladroite mais imaginative. Elle avait peu d'amis et avait tendance à rester seule. Elle deviendrait plus tard la fondatrice et PDG de Theranos Incorporated, une entreprise spécialisée dans l'analyse des fluides corporels. Elle a été surnommée la plus jeune femme milliardaire, ayant fait fortune par elle-même en 2014. Mais moins d'1 an plus tard, on a commencé à comprendre comment Holmes était devenu si prospère. À la mi-2015, les rumeurs allaient bon train, suggérant que la technologie de test de Theranos était défaillante, y compris l'appareil Edison qui avait longtemps été présenté comme une machine révolutionnaire. En octobre de cette année, Holmes a participé à Mad Money sur CNBC pour évoquer les allégations d'échec technologique. La PDG a vigoureusement nié les affirmations faites par Wall Street et cité disant ceci à Jim Cramer. « D'abord, ils vous prennent pour fous, puis ils vous combattent, et soudain vous changez le monde. » Elle a ajouté que la technologie propriétaire de l'entreprise était pleinement opérationnelle et a insinué que le Wall Street Journal avait utilisé des sources peu fiables ou trompeuses pour son article. Holmes a mentionné les soumissions volontaires de Theranos à la FDA et les études menées, les utilisant comme preuve pour étayer ses affirmations sur la précision et montrer que les rapports faisant état de tests défectueux étaient erronés. Malgré cette interview très médiatisée, plusieurs entreprises ont cessé leur partenariat et investissement avec la société. Cela comprenait Walgreens et Safeway, deux entreprises que Holmes avait mentionnées lors de son interview sur CNBC, affirmant qu'elles étaient toujours des soutiens indéfectibles de Theranos. Par la suite, des enquêtes menées par les Centers for Medicare and Medicaid Services ont révélé que le laboratoire californien de Theranos ne respectait pas les normes fédérales et que les patients étaient en danger immédiat. Plusieurs partenaires et investisseurs ont cessé d'envoyer des analyses et ont suspendu tous les services de Theranos. Le problème du laboratoire californien non résolu, les Centers for Medicare and Medicaid Services ont menacé d'interdire à Holmes et Theranos toute activité de laboratoire. À la mi-2016, ils ont mis leurs menaces à exécution et ont interdit à Holmes de posséder et d'exploiter toute analyse de fluide corporel pendant les 2 années suivantes. Au cours des années qui ont suivi, Theranos a fait face à plusieurs poursuites, alléguant que l'entreprise avait vendu des millions d'appareils de test à travers les États-Unis, tout en dissimulant et en déformant des faits essentiels à leur sujet. Le FBI et la Commission américaine des valeurs mobilières et d'échange ont tous deux lancé des enquêtes sur Holmes et l'entreprise. Et en 2018, ils ont inculpé Holmes et l'ancien directeur des opérations Ramesh Balwani pour fraude. L'entreprise a exagéré de façon mensongère la précision de la technologie. Elle a été condamnée à 11 ans de prison pour 3 fraudes électroniques et un complot en vue de commettre une fraude électronique. Lors du procès pénal, plusieurs interviews, y compris celle de Mad Money sur CNBC, ont été utilisées comme preuve contre Holmes, pour prouver qu'elle a présenté la technologie de manière trompeuse et affirmé que l'entreprise agissait dans les limites légales. Ce qui rend sa confiance et son déni lors de l'interview particulièrement déconcertant. La valeur nette de Holmes a depuis été réévaluée à $0. Numéro 7. De 2000 à 2003, Shia LaBeouf était surtout connu pour son rôle de Lewis, le personnage maladroit de la série Even Stevens sur Disney Channel. En 2003, il obtient sa première grande chance en jouant dans le film à succès La morsure du lézard. Sa transition vers le grand écran s'est faite sans accroc. La même année, le jeune acteur a joué dans 3 autres films, dont Dumb and Dumber, Charlie et ses drôles de dames et La bataille de Shaker Heights. Dès lors, il a été salué pour ses rôles dans plusieurs films célèbres et a reçu des critiques élogieuses. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'il ne devienne un nom connu de tous. Mais comme pour le comportement récent de Kanye West,
la carrière de l'acteur a connu une forte baisse lorsqu'il a commencé à adopter un comportement de plus en plus erratique. LaBouffe est souvent apparu dans The Late Show avec David Letterman, abordant fréquemment son comportement étrange. En 2009, il a raconté à Letterman qu'il avait été accusé d'intrusion après un incident survenu le jour de son 21e anniversaire. En 2011, il est réapparu dans l'émission, où Letterman l'a interrogé sur une scène précise d'un film dans lequel il avait joué. De façon inattendue, LaBouffe est devenu défensif face à la question. En 2013, l'acteur était de retour sur le plateau du Late Show, cette fois en bégayant à propos d'un conflit présumé qu'il aurait eu avec Alex Baldwin, ce qui est cité comme raison de son renvoi de la pièce de Broadway Orphans. Selon LaBouffe, lui et Baldwin sont tous deux des personnes impulsives et ils ont fini par s'affronter sur le plateau à cause de ce trait commun. Peut-être que cette suggestion d'une nature impulsive a poussé les spectateurs à percevoir cette interview différemment après les événements suivants. La déclaration de l'acteur a été vue comme un avertissement dépassant les plateaux de tournage. Pour le reste de l'année 2013, il a continué à adopter un comportement étrange, aussi bien à l'écran qu'en dehors. Les événements incluaient la sortie d'un court-métrage que LaBouffe présentait comme étant de lui, avant que le public ne découvre qu'il s'agissait d'un plagiat. L'histoire avait en réalité été écrite par Daniel Close, qui n'a pas été crédité. En février 2014, seulement 2 mois après la sortie du film et la vive réaction du public, l'acteur est apparu sur le tapis rouge du Festival de Cannes, portant un sac en papier sur la tête. Dessus figurait « Je ne suis plus célèbre ». Peu de temps après, il a assisté à une conférence de presse pour promouvoir Nymphomaniac au Festival de Berlin. Au milieu de la conférence, LaBouffe cite le joueur de football de Manchester United, Eric Cantona, avec cette phrase énigmatique « Quand les mouettes suivent le chalutier, c'est parce qu'elles pensent que des sardines vont être jetées à la mer. » Il a ensuite quitté le bâtiment en trombe. Le numéro du sac en papier a aussi refait surface peu après, l'acteur apparaissant dans une salle d'un espace d'art à Los Angeles. Les visiteurs pouvaient interagir avec lui et utiliser divers accessoires lors des échanges. En juin de cette année-là, LaBouffe a été expulsé d'une représentation à Broadway après être monté sur scène et avoir attrapé l'acteur Alan Cumming. Il a passé la soirée en cellule pour cela. Au cours des années suivantes, ce schéma allait se répéter. LaBouffe quittait les interviews, faisait une sorte de démonstration barbare, publiait des excuses publiques, lançait une nouvelle performance artistique, puis se comportait de façon erratique au point d'inquiéter son entourage ou de finir menotté et escorté vers une cellule de détention. Finalement, cette impulsivité dont il avait parlé à David Letterman le conduisit à une fin désastreuse. Plus tôt cette année, LaBouffe a été accusé de coups et blessures après un incident violent lors du Mardi Gras à la Nouvelle-Orléans. Il aurait frappé plusieurs personnes ce soir-là, selon des témoins, qui ont également affirmé qu'il avait proféré plusieurs insultes à l'encontre de ces personnes. Le juge qui a supervisé le procès pénal a depuis désigné Shia LaBouffe comme un risque pour la sécurité publique. Numéro 6, Sir James Wilson, Vincent Saville, mieux connu sous le nom de Jimmy Savile, était né à Leeds, en Angleterre. Adolescent durant la Seconde Guerre mondiale, il a travaillé dans les mines de charbon et y a été grièvement blessé lors d'un accident. Il est ensuite devenu directeur d'une salle de danse. Il allait ensuite devenir un nom connu grâce à son travail en tant qu'animateur britannique, disque jockey et personnalité télévisuelle flamboyante. Il était surtout connu pour ses cheveux platines, l'énorme cigare qu'il avait toujours à la bouche et les survêtements excentriques qu'il portait. Il était également salué pour son style comique loufoque, mais après sa mort, le nom de Saville serait moins associé à la comédie et davantage à la trahison. Saville animait son propre jeu télévisé Jim Will Fix It. Dans l'émission, des enfants écrivaient à Saville pour lui demander de réaliser leurs rêves à la télévision nationale. Parmi les épisodes notables, il y a celui où Saville a organisé pour des scouts une journée à Blackpool Pleasure Beach pour faire des montagnes russes. Dans un autre épisode, un jeune téléspectateur a joué de la batterie avec Adam and the Ants. Un autre fan a été invité à rencontrer Iron Maiden et Mohamed Ali, et il est même apparu dans un épisode, réalisant ainsi les rêves de plusieurs téléspectateurs. Bien que l'émission ait pu sembler saine, des allégations et découvertes ultérieures rendraient chacun de ces épisodes et rencontres particulièrement troublants. Tout au long de la diffusion de l'émission, Saville avait été confronté à de graves accusations de mauvaise conduite et d'abus, ce qui a entraîné l'ouverture d'enquêtes officielles. Malgré les enquêtes, la police n'a pas trouvé assez de preuves pour confirmer les rumeurs. Le premier signalement remonte à 1955. Mais lorsque les enquêteurs ont commencé à se pencher sur le crime présumé, il était déjà trop tard.
Pendant les années 60 et 70, des actes présumés de maltraitance ont eu lieu dans les locaux du VBC. Mais là encore, les preuves insuffisantes ont empêché toute conclusion. Dans les années 80, une autre victime aurait déclaré à la police avoir été agressée dans un parking de la BBC. Mais le dossier concernant cette agression n'a pas pu être retrouvé. En 2011, Saville est décédé, ce qui a entraîné une forte augmentation des accusations rapportées par des femmes qui avaient soit travaillé avec lui, soit participé à l'émission. En 2012, Scotland Yard enquêtait sur 120 pistes différentes et jusqu'à 25 victimes, avec des allégations s'étendant sur 4 décennies et des accusations d'abus à l'échelle nationale. Quelques mois après le début de l'enquête, Scotland Yard a élargi son investigation à 400 pistes et 300 victimes, dont 298 sont des femmes. Et une augmentation stupéfiante par rapport aux 25 initiales qui ont ébranlé la BBC, conduisant plusieurs membres du personnel à se retirer ou à démissionner de l'entreprise, y compris l'ancien directeur général, George Entwistle. À la mi-décembre 2012, Scotland Yard a annoncé que 568 personnes s'étaient manifestées avec des informations concernant le scandale, dont un grand nombre étaient des victimes directes des abus de Saville. Des personnes ayant autrefois travaillé avec lui sur l'émission se sont également manifestées, révélant des abus présumés qui auraient eu lieu dans l'établissement, et comment plusieurs personnes qui auraient pu agir savaient ce qui se passait, mais sont restées silencieuses. À la fin de l'enquête, Saville fut qualifié de monstre, utilisant la royauté, la charité et son charme comme bouclier pour cacher sa noirceur intérieure. Cette même obscurité plane désormais sur chaque épisode et chaque interview de l'émission Jim'll Fix It de Saville, un récit autrefois réconfortant qui n'a servi que de porte donnant accès à ses victimes. Numéro 5. Kanye West, le rappeur américain le plus connu, a transformé son succès en tant que producteur dans les années 90 et au début des années 2000 en une carrière d'artiste solo célèbre. Tout en étant interprète, producteur et créateur de mode, il est aussi l'une des figures les plus controversées de sa génération, avec une personnalité publique qui a jeté une ombre considérable sur sa carrière musicale. Il est né de Ray Andonda West, photographe et professeur d'université. West a surtout été élevé par sa mère à South Shore, Chicago, après la séparation de ses parents. Enfant, il a gagné plusieurs concours de talent et étudié à l'Université d'État de Chicago. Ses études n'ont pas duré et il a abandonné après 1 an. Il a démontré de grandes capacités de producteur et entamé une carrière. Il a contribué à l'album de Jermaine Dupri, Life in 1472, et après cela, il a déménagé à New York et s'est fait un nom grâce à son affiliation avec Rockefeller Records. C'est en mai 2018 que West a rendu visite à TMZ pour une interview en direct. Un échange qui allait non seulement être troublant en soi, mais aussi annoncer des comportements erratiques et des controverses ultérieures. Harvey Levine et Charles Latibaudière l'accompagnaient lors de l'interview et l'ont interrogé sur ses récentes publications sur les réseaux sociaux. Dans les jours précédant l'interview, West avait publié des tweets de plus en plus erratiques qui ont provoqué de vives réactions et terni son image publique. Au fur et à mesure que la diffusion en direct se poursuivait, la situation n'a fait qu'empirer. Après avoir mentionné ses publications controversées sur Twitter, West a fait de nouvelles déclarations. À un moment donné, il est cité en disant « Quand vous entendez parler de l'esclavage pendant 400 ans, c'est un choix », suggérant que les victimes de l'esclavage avaient leur mot à dire dans cette affaire. Dans ce qui a été décrit comme une crise, West a continué d'affirmer que la société vit dans une prison mentale, faisant même des comparaisons barbares entre l'esclavage et la Seconde Guerre mondiale. Suite à ces déclarations mal reçues, le journaliste de TMZ, Van Lathan, a répondu à West en disant qu'il était non seulement choqué, mais aussi déçu par son comportement. Une confrontation verbale entre les deux a suivi. L'interview en direct sur TMZ a pris fin quand le rappeur s'est excusé auprès de Lathan de l'avoir blessé. Le comportement choquant de West allait cependant devenir encore plus controversé et extrême, cette interview servant de prélude aux agissements à venir. Quelques mois plus tard, West a appelé à l'abrogation du 13e amendement, un amendement qui a officiellement aboli l'esclavage. En 2020, les tweets erratiques ont continué, West faisant des déclarations inutiles sur sa famille, ce qui a aidé Kim Kardashian à prendre la décision de demander le divorce. En 2022, il a rendu public des messages privés entre lui et Sean Combs, suggérant qu'il était contrôlé par des personnalités juives. West est apparu dans plusieurs autres interviews, notamment sur Infowars, où il a exprimé son soutien au dictateur allemand de la Seconde Guerre mondiale, suscitant une controverse généralisée qui a entraîné de graves répercussions pour lui et sa carrière.
Non seulement il a été temporairement banni d'Instagram, mais plus tôt cette année, cela a abouti à quelque chose de bien plus grave. Le 7 avril 2026, les convictions et le comportement controversé de Kanye West ont attiré l'attention du gouvernement britannique. En raison de ses propos extrêmes, le gouvernement a interdit au rappeur d'entrer dans le pays, déclarant que sa présence ne serait pas favorable au bien public. Numéro 4. Bien qu'il vienne d'une famille d'hommes d'affaires prospères, Armie Hammer a choisi une voie complètement différente de la leur, en devenant acteur de télévision et de cinéma. Il est l'arrière-petit-fils d'Armand Hammer, le magnate du pétrole et philanthrope. L'acteur s'est d'abord fait largement connaître grâce à son rôle dans The Social Network, un film à succès dans lequel il incarnait les vrais jumeaux Winklevoss. Hammer a ensuite joué dans d'autres films plus connus, notamment Mirror, The Lone Ranger et Agences très spéciaux, Code Oncle. Il sera ensuite nommé aux Golden Globes pour son rôle dans Call Me By Your Name. La famille compte surtout des hommes d'affaires et le père de l'acteur, Michael, dirigeait une société de télévision et de production à Los Angeles, orientant Hammer vers ce domaine. C'est au lycée qu'il a choisi d'abandonner ses études pour poursuivre cette carrière, malgré la désapprobation de sa famille. Lorsqu'il a annoncé sa décision à ses parents, il a eu droit à cette réaction. « Tu arrêtes le lycée ?» Aucun Hammerman n'a jamais abandonné l'université sans obtenir un MBA ou un doctorat. En 2020, Hammer est apparu dans l'émission de fin de soirée avec James Corden, aux côtés d'Amber Heard. L'interview avait une ambiance légère et comique que personne n'aurait imaginé voir sous un jour plus sombre par la suite. Dans cet épisode, Hammer parle avec humour de sa coupe mohawk pendant la pandémie et de son rôle dans le film Netflix Rebecca. Il mentionne également l'annulation de sa pièce à Broadway The Minutes et admet aussi n'avoir jamais regardé son propre film de 2012 Mirror. L'entretien a changé de ton lorsque Corden a abordé les mésaventures de la célébrité avec le feu. Dans le cas de Hammer, lorsqu'il était plus jeune, il a mis la main sur une recette pour fabriquer des grenades fumigènes maison. À 2 reprises, cette idée lui a valu la visite des pompiers et des équipes du SWAT. Courting a conclu que Hammer et Heard étaient tous deux pyromanes. Hammer a reconnu correspondre à ce terme, désignant une personne animée d'un désir incontrôlable d'allumer des incendies, motivée par la tension ou le soulagement. De façon inattendue, ce comportement imprévisible et extrême qu'il a admis à la télévision allait devenir un sombre présage des événements à venir. Ce qui rendrait finalement cet épisode de The Late Show particulièrement troublant. Pas plus de 3 mois plus tard, Armie Hammer verrait toute sa carrière dérailler. En janvier 2021, il a été confronté à des accusations choquantes. Plusieurs femmes, dont Paige Lawrence et Courtney Vuskovic, se sont manifestées en portant de graves accusations, affirmant avoir subi des violences de la part de Hammer. Ces accusations ont mené à un scandale majeur et à une pause temporaire dans la carrière de l'acteur. Selon les victimes, Hammer les a maltraités physiquement et psychologiquement plusieurs années auparavant. La gravité des accusations a déclenché une enquête à grande échelle qui a rapidement été conclue sans procès en raison du manque de preuves dans chaque cas. Cependant, le mal était déjà fait. À la suite des accusations, Hammer a été abandonné par son agence de talent ainsi que par son attaché de presse personnel. Il a aussi dû quitter plusieurs projets cinématographiques. 2 ans plus tard, de façon inattendue, il sortirait du silence et admettrait que certaines des accusations étaient vraies. Il a admis avoir exercé une violence psychologique dans sa dernière relation, ce qu'il regrette aujourd'hui. Cet aveu ne ferait qu'attiser de nouvelles tensions dirigées contre Hammer, qui commençait tout juste à relancer sa carrière d'acteur. Numéro 3. Né Daystar Peterson, le rappeur et chanteur canadien est mieux connu sous son nom de scène Tory Lanez. La carrière de Lanez a finalement commencé dans son enfance, où il montrait un vif intérêt pour le rap. Mais malgré toutes ces années de pratique, ce n'est qu'en 2009 qu'il a finalement eu sa grande chance. Cette année-là, il a sorti sa première mixtape, TL22. Quelque temps après sa sortie, le chanteur Sean Kingston a vu une vidéo de Lanez en train de rapper et a décidé de le signer sur le label Time As Money Entertainment. Entre 2010 et 2011, Lanez a sorti une série de mixtapes sous ce label et il n'a pas fallu longtemps avant qu'il ne prenne son indépendance et commence à sortir sa musique de façon autonome. À la mi-2015, il a sorti son premier single pour son premier album. Et cette année-là, il a également révélé qu'il avait signé chez Mad Love Records et collaboré avec le rappeur ASAP Ferg. En septembre 2012, Lanez est apparu dans le podcast Breakfast Club pour une interview où il a fait la promotion de son prochain album, Sorry For What. L'interview a pris un ton globalement positif, avec Lanez apparaissant confiant et calme.
Bien que ce fût une interview détendue, le rappeur a tenu à éviter toute conversation concernant la controverse en cours dans sa vie. Tout en abordant l'intérêt du public pour sa ligne de cheveux, plaisantant sur sa gestion, évoquant ses différends avec le chanteur-compositeur Augustus Alsina, et un bref moment de confrontation avec le caméraman. Linz a complètement évité ou minimisé toutes les questions concernant un incident présumé survenu 2 ans plus tôt entre lui et une autre célébrité, pour lequel des batailles juridiques étaient en cours. La célébrité en question était Megan Thee Stallion, et en août 2020, elle a fait des allégations surprenantes. Megan a affirmé qu'un mois plus tôt, elle et Linz s'étaient disputés lors d'une fête. La tension a monté et le rappeur a brandi une arme à feu. Il aurait pointé l'arme vers ses pieds et tiré en scandant « Danse ». Megan a subi une légère intervention chirurgicale pour retirer des fragments de ses pieds après l'incident. Elle aurait également menti à la police, affirmant qu'elle avait marché sur du verre brisé avant d'avouer la vérité 1 mois plus tard, ce qui a entraîné des enquêtes approfondies. Lind a abordé les questions et déclarations concernant l'incident avec prudence, sans vraiment y répondre ni rejeter complètement les allégations. Il a aussi souligné que son silence était nécessaire car l'enquête était en cours. Cette esquive lui permettait de nier les faits de manière crédible, lui permettant de continuer à promouvoir sa musique. 4 mois après la diffusion de l'interview, le rappeur a comparu devant un jury pour 3 chefs d'accusation criminels. Les chefs d'accusation étaient agression avec une arme à feu semi-automatique, transport d'une arme non enregistrée et chargée dans un véhicule et négligence grave lors du tir avec cette arme. Après avoir été reconnu coupable, Linz a été immédiatement conduit en prison où il attendrait le prononcé de sa peine. Le 8 août 2023, il a été condamné à 10 ans de prison pour cette infraction violente. En 2024, il a été question d'un appel, mais le rappeur reste incarcéré. Numéro 2. Derrière la plateforme d'échange de crypto-monnaies largement couronnée de succès, FTX Trading Limited, se trouve Sam Bankman-Fried, le fondateur et ancien directeur général de la 2e plus grande plateforme de ce type, faisant de Bankman une figure puissante sur le marché des actifs numériques et un sujet de discussion au sein du Congrès des États-Unis. Il est né de 2 professeurs de l'université de Stanford, un père qui était un spécialiste du droit fiscal et une mère qui se concentrait sur la philosophie morale et le droit. Il a étudié la physique au Massachusetts Institute of Technology. C'est au MIT qu'il a également découvert l'altruisme efficace et le concept de gagner pour donner, où les personnes qui gagnent beaucoup d'argent en font don pour aider les autres. C'est ce qui le pousserait à poursuivre une carrière en finance. Bankman est l'un des plus grands noms du monde de la crypto depuis la fondation de FTX en 2019. En septembre 2022, Bankman est apparu sur Bloomberg Crypto pour offrir des analyses et des perspectives sur les tendances du marché. Lors de l'entretien, le PDG de FTX a affirmé que sa plateforme était rentable et financièrement solide. Il a aussi précisé qu'il progressait malgré le ralentissement du marché des crypto-monnaies. On a mentionné plus d'1 milliard de dollars disponibles et une stratégie d'acquisition pour son entreprise. Bankman-Fried a parlé de son engagement à long terme envers FTX et a plaidé en faveur d'une régulation des crypto-monnaies. Lors de l'émission de David Rubenstein, il a réaffirmé son optimisme et son engagement à gagner pour donner des thèmes qui sembleront ensuite contradictoires. En novembre 2022, le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a annoncé son intention de vendre le jeton FTT de FTX, déclenchant des retraits massifs que FTX n'a pas pu traiter en raison d'un manque de fonds. Peu après, Binance a annulé l'acquisition de FTX en raison d'une mauvaise gestion des fonds, déclenchant des enquêtes gouvernementales. Le 10 novembre, les autorités ont annoncé l'ouverture d'enquêtes sur FTX et Bankman-Fried. 1 an plus tard, FTX et plus de 130 entités associées ont déclaré faillite, y compris Alameda Research, à laquelle Bankman avait transféré 4 milliards de dollars via FTX plus tôt cette année-là, sans le révéler aux initiés ni au public. Une grande partie des 4 milliards de dollars provenaient des fonds clients que Bankman a indiqué avoir servi à aider Alameda à remplir ses obligations. Cependant, ces obligations étaient constituées de paris risqués et illiquides, tels que des achats immobiliers, des dons politiques et des investissements en capital risque, garantis par le jeton FTT. Cette entreprise désastreuse s'est avérée être l'exemple même de la fraude. Bankman a utilisé à son insu les fonds des clients de FTX pour financer des paris risqués et les dépenses de sa société de trading privée. Il l'a également fait en modifiant un code informatique qui permettait à Alameda de retirer des fonds illimités de la société principale, une porte dérobée qui a privé des clients qui ne se doutaient de rien de milliards.
Le mois suivant, des agents se sont présentés à la porte de l'ancien PDG et il a été menotté. Bankman a été accusé de fraude électronique, de complot en vue de commettre une fraude électronique, de fraude sur les valeurs mobilières et de blanchiment d'argent. L'année suivante, en janvier, il a comparu au tribunal et plaidé non coupable. Lors d'un second procès, 4 autres chefs d'accusation criminels ont été retenus contre lui, portant sur jusqu'à 300 dons politiques illégaux. Un jury fédéral américain a reconnu Bankman coupable de 7 chefs de fraude et blanchiment d'argent. Il a ensuite été condamné à 25 ans de prison et a été sommé de payer plus de 11 milliards de dollars à titre de confiscation. Numéro 1. William McFarland, mieux connu sous le nom de Billy McFarland, est né à New York en 1991 et a grandi dans le quartier de Short Hills à Millburn, dans le New Jersey. À 13 ans, il a lancé une entreprise en ligne vendant de l'espace web à des sites pour adultes. Au moment où il a terminé le lycée, McFarland avait déjà fondé 2 autres entreprises. Il a fréquenté l'université Bucknell, mais a abandonné peu de temps après pour lever du capital risque afin de développer un site de médias sociaux dédié au partage de musique et de vidéos. McFarland a ensuite créé un club sur invitation uniquement qu'il a appelé Magnesis, qui offrait des invitations à des événements exclusifs via une carte de paiement. L'entrepreneur, malgré le financement obtenu grâce à Aubrey McClendon, le magnate de l'énergie, s'est lassé de Magnesis et a fondé Fire Media pour l'accompagner, une création qui faciliterait la réservation d'artistes et de célébrités pour des événements exclusifs. C'est également ce site web qui deviendrait l'outil inattendu de la chute finale de McFarland. C'est en 2015, alors que Magnesis était encore en activité, que McFarland fut invité sur la célèbre chaîne d'information CNBC pour un épisode intitulé « Une carte noire sur invitation uniquement pour les milléniaux ». Les milléniaux urbains, commença McFarland, veulent savoir où se trouve le lieu branché en ce moment, ce qui est tendance et quand ils peuvent y participer. Il a proposé que Magnesis résoudrait ce problème. Le fondateur de 24 ans s'est inspiré de la carte noire Centurion d'American Express, ultra exclusive, et une fois qu'il a trouvé un moyen d'intégrer une bande magnétique sur une carte en métal, Magnesis a été créé. McFarland a expliqué à CNBC que Magnesis transfère les données d'une carte de crédit sur la carte noire, permettant de l'utiliser comme une carte de paiement classique ou exclusive pour certains utilisateurs. Il a également expliqué que Magnesis utilise une application de conciergerie mobile, offrant aux membres non seulement l'accès à des événements exclusifs, mais aussi à des réductions. McFarland déclare à CNBC dans cette interview que son produit compte au moins 10 000 membres à New York et à Washington, D.C. L'adhésion se fait uniquement par parrainage avec un processus de sélection pour les candidats. Les adhésions annuelles coûtent 250 $. Des préoccupations concernant ce produit ont également été abordées. Alicia Sirette, membre des New York Angels, a exprimé des inquiétudes sur les risques juridiques des services de carte de crédit et de Magnesis. McFarland a assuré que son entreprise n'est pas aussi risquée qu'une société de cartes de crédit, affirmant « Toutes les transactions passent par la banque et les cartes de crédit originales de nos membres. Nous sommes simplement une marque et un réseau qui se superposent au système existant. » McFarland s'est montré très optimiste sur son entreprise lors de l'entretien. Il était enthousiaste concernant son succès entrepreneurial. 1 an plus tard, l'homme d'affaires ajouterait Fire Media à sa liste d'entreprises qu'il a créée lui-même. Fire Media est une application conçue pour réserver des artistes musicaux pour des événements privés, comme le Fire Festival de 2017, destiné à promouvoir les 2 entreprises. Mais l'événement s'est terminé en catastrophe, révélant une vérité cachée inattendue. Le Fire Festival a été promu par des influenceurs sur les réseaux sociaux et devait avoir lieu sur une île des Bahamas. McFarland a utilisé ces 2 sociétés pour vendre des billets chers en promettant des villas de luxe et de la cuisine gastronomique. Mais à leur arrivée au festival, les gens se sont retrouvés coincés dans des tentes de secours, ne mangeant que des sandwichs. Les invités avaient payé jusqu'à 200 000 $ pour y assister. À la suite de cet événement désastreux, les participants ont réclamé justice, ce qui a déclenché une enquête à grande échelle sur McFarland et d'éventuelles activités malveillantes. En mai de cette année, le Fire Festival faisait l'objet d'une enquête criminelle portant surtout sur la fraude postale, la fraude sur les titres financiers et la fraude électronique. Malgré les procédures judiciaires en cours, McFarland a insisté sur le fait que Fire reviendrait l'année suivante. Mais il n'aurait pas la chance d'organiser un autre Fire Festival car en juin 2017, des agents fédéraux l'ont arrêté à son domicile de Manhattan. Il a ensuite été inculpé pour fraude envers les investisseurs, utilisant de fausses informations et des stratagèmes trompeurs pour inciter des victimes à remettre d'importantes sommes d'argent.
Un acte qui a été grandement facilité par Magnus et le Fireband de Fire Media, le bracelet équipé de la technologie RFID qui servait de système de paiement sans espèces. En 2018, McFarland a plaidé coupable de fraude électronique et d'autres accusations liées à un autre stratagème. Il a été condamné à 6 ans de prison fédérale, mais n'en a purgé que 4. L'interview accordée à CNBC, au cours de laquelle l'homme d'affaires affichait de l'optimisme, est aujourd'hui perçue sous un jour plus sombre. Son insistance sur Magnus comme une solution au problème des millénials devient une déclaration de duplicité, remplaçant cette image charmante et assurée par une malhonnêteté calculée. Merci à tous d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé de toutes nos prochaines vidéos. Mais je m'appelle Top 5 Unknowns et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.